Bonjour, je vais parler du 7e épisode de Doom Patrol. Alors, on continue avec un bon épisode, peut-être un peu plus prévisible que les autres, un peu plus banal que les autres, sauf à la toute fin, puisque c'est un épisode qui est construit sur le même modèle. À chaque fois, on suit un personnage pendant la journée, entre le moment où il se réveille et le briefing. Alors Cyborg dit briefing dans 15. Je pense que c'est un peu plus long que ça, hein, vu tout ce qu'ils ont le temps de faire quand même dans la matinée. Bref, on les suit depuis leur réveil jusqu'au meeting, avec toujours la même chose. On voit un flashback de leur enfance avec leurs parents qui participent de leurs problèmes. Puis on voit leur début de journée. À la toute fin, il y a une scène où ils sont tous réunis pour leur thérapie, qui est plutôt bonne. Et de toute façon, la toute fin avec Cliff, la thérapie et l'apothéose, l'amiral Whiskers. Toute cette fin-là était géniale. Surtout l'amiral Whiskers. Ah, j'en veux plus de cet amiral Whiskers. Hein. Franchement, en plus, il a des raisons nobles de faire ce qu'il fait. Et même quand on lui propose de se venger, il dit pas oui tout de suite à la vengeance. Au départ, il est contre l'idée de se venger, mais finalement, il va se venger. Donc c'est quand même un personnage qui est noble. Hein. Même à la fin, alors c'est dommage, ils ont pas utilisé la ligne qui est ultra connue là. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Là, ils ont fait My name is Admiral Whiskers. You killed my mother. Prepare for my revenge. Ils ont un petit peu modifié la ligne, mais c'est la même chose, hein, qui est une des lignes les plus connues. Hein. Je crois que c'est dans Princess Bride, hein, le truc. Cette scène est ultra connue, elle est géniale. Bref, l'amiral Whiskers, il est prodigieux ce personnage. Je sais pas, j'ai envie de dire, en même temps, j'ai envie d'en voir plus, mais en même temps, voilà, il a fini. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a fini. Donc il faut partir sur une note positive, voilà. J'aime bien le fait que, même si c'est assez sombre, parce qu'on voit le passé des personnages, c'est assez sombre, hein, psychologiquement, leur vie est violente, et psychologiquement, c'est assez violent. Même si on est dans une ambiance comme ça, parfois même glauque, on met des trucs complètement absurdes, des trucs vraiment de comics complètement absurdes, et ça passe. Ça passe. Et je trouve ça génial. Et en plus, ils osent le mélange des deux, parce il y en a beaucoup qui pourraient se dire non, ça va pas marcher, on va pas le faire. Là, ils osent. Et en plus, ça me fait penser du coup que Ezekiel, le cafard, qui parlait, alors je sais pas si c'était précisément Whiskers, mais en tout cas, il parlait avec une souris. On suppose que c'était la même quand même. Donc Ezekiel, je pense qu'il va jouer un rôle. Alors peut-être un petit rôle comme Whiskers, mais il va jouer un rôle en tout cas. Alors peut-être que Whiskers, on va le retrouver et il va être plus important que ça. Je pense pas non plus, il faut pas exagérer. Voilà, il avait un arc précis à faire, il l'a fait, c'était très bon. Maintenant, il faut passer un petit peu à autre chose. Hein. Il a eu sa vengeance, passons à autre chose. Sinon, le reste de l'épisode, donc tout ça, c'était très bon. Cliff aussi. Cliff qui hallucine à cause de la souris et qui voit du coup alors on sait pas précisément qui c'est par rapport à lui d'ailleurs. C'est le père adoptif de sa fille. Bon, par rapport à lui, on sait pas précisément quel est leur contentieux. Clairement, ils en ont un, mais on voit pas précisément quelle est sa nature. Voilà, tout ce passage-là était très bon. La thérapie, alors c'est vrai que après, on comprend le comportement de Cliff, mais c'est vrai que pendant tout le truc, on se dit que Cliff, quand même, c'est à cause de ce qu'il a vécu là, c'est vraiment qu'il a perdu les plombs là, qu'il a pété les plombs là, qui se comporte comme ça. C'est assez bizarre quand même. Et finalement, non, oui, c'est parce qu'il est contrôlé par la souris là. Enfin, contrôlé ou peut-être pas contrôlé, mais en tout cas, elle joue avec les circuits et ça lui fait pas du bien. Il y a quand même une souris qui entre dans le corps d'un cerveau dans un robot. Parce que c'est une souris qui s'en prend à un cerveau dans un robot quand même. Et ça passe. Mais ça passe. Donc la partie thérapie aussi, c'était très bon, le personnage qui se livre un petit peu. Et Jane aussi, ça m'a fait plaisir, parce que Jane, alors c'est comme ça que je le ressens, mais je ressens ce personnage depuis le début comme, il y a que mes problèmes qui comptent. Surtout avec Hammerhead qui réagit comme ça, c'est il y a que mes problèmes qui comptent, et j'envoie chier un peu tout le monde. Par contre, moi, je me remets pas en question. Pareil avec Cliff, hein, quand elle l'avait dégagé parce que t'es trop violent, alors que elle-même tue des gens, mais dans l'épisode où Cliff a démembré je sais pas combien de personnes, elle aussi en a tué quasiment autant. Pas de façon si violente, mais violent ou pas, ils sont morts. Hein. Que ta mort elle soit plus ou moins violente, t'es mort. Hein. Ça change pas grand chose. Hein.
Et c'est pas comme s'il les avait torturés non plus, Cliff, hein. Et on voit clairement qu'il n'a pas pris plaisir à ça. Enfin bref. Moi, j'ai ce sentiment-là avec ce personnage depuis le début. Et là, pendant la thérapie, il y a un passage, c'est assez furtif, mais on la voit, je crois que c'est quand Rita parle, où on la voit quand même. Et j'ai eu le sentiment que, en fait, elle se disait, mais les autres aussi ont des problèmes, en fait. Il n'y a pas que moi qui ai des soucis, les autres aussi ont des problèmes. Plus ou moins, peut-être plus ou moins graves que les miens, d'ailleurs. On sait pas précisément quelle est la nature de son traumatisme. Mais voilà, on voit clairement que les autres ont des traumatismes, ont vécu des choses horribles, et que, voilà, il n'y a pas que ses problèmes à elle. Parce que c'est un peu ce que je ressentais du personnage à chaque fois, c'est, il y a que mes problèmes. Vous avez pas connu, vous avez pas de problème, il y a que les miens, il y a que moi qui compte. Et là, on sent que, non, en fait. D'ailleurs, à la fin, elle balance, ce que dit Cliff, hein, elle balance une bombe pour pouvoir se barrer. Et, non, on l'arrête et dit, tout le monde en a parlé, à toi de parler des tiens. Et d'ailleurs, toute cette scène est vraiment bonne puisque il y a Rita au début qui dit que Mr. Nobody veut utiliser leurs faiblesses les uns contre les autres. Et quand après on sait que c'est Mr. Nobody qui a utilisé Whiskers pour faire ça, alors à quel point? Est-ce que Nobody a vraiment donné tout le plan à la souris ou juste il lui a donné l'idée et c'est elle qui a géré le plan comme elle voulait? Puisque clairement, hein, il utilise dans cette scène où Rita dit on va se parler pour que Nobody n'utilise pas nos faiblesses et nos mensonges les uns contre les autres, nos secrets les uns contre les autres, nos mensonges aussi d'ailleurs. Paradoxalement, ils utilisent leurs secrets et leurs mensonges les uns contre les autres. C'est un peu ça le paradoxe. Et du coup, la scène est bien parce qu'à la fois ils partagent, ce qui, pour moi, voilà, pour une équipe, c'est quand même le b.a.-ba. Surtout quand t'as des secrets qui en effet pourraient être utilisés contre toi et que Nobody agite comme un chiffon rouge au-dessus d'eux. D'ailleurs, tous le disent, hein. Larry, Rita, voilà, Nobody utilise ça contre eux. Vic, en parler, c'est quand même la meilleure des idées. Donc ça fait du bien. Et ils utilisent quand même ça pour détruire en partie l'équipe, qui est pas tout à fait formée non plus. Hein. Ils ont toujours pas un vrai sentiment d'équipe. Sinon, voilà, le reste de l'épisode c'était plutôt sympa aussi. Après, ça dépend des personnages. Jane peut-être moins intéressant. Rita, le flashback était plus intéressant que tout le reste. Le reste de sa journée, voilà, c'est le même problème qu'elle a toujours. Mais de toute façon, globalement, on n'apprend pas grand-chose dans chacune des morceaux des personnages. C'est surtout comment ils vivent les choses. C'est surtout ça, c'est surtout l'évolution des personnages. C'est pas tellement des informations qu'on apprend, même si on en apprend quelques-unes vu qu'on voit leurs parents. À chaque fois, c'est quand même des archétypes. Ce qui fait que c'est un avantage, hein, le fait d'utiliser des archétypes, c'est que on sait tout de suite à quoi on a affaire. C'est-à-dire Rita avec ses parents. Tout de suite, on suppose que c'est les parents qui ont une gamine star, qui vivent à travers elle, qui lui mettent de la pression et tout. En plus, quand on apprend que, quand l'actrice leur pose la question, là, non, on l'envoie pas à l'école parce que les autres enfants pourraient être une distraction. Voilà, c'est vraiment les parents abusifs dans ce sens-là qui quasiment vampirisent leurs gamins. C'est vraiment ça l'idée, c'est ils vampirisent leurs gosses. Il y a Cliff avec le couple qui bat de l'aile, hein, on peut dire ça comme ça. Alors c'est pas clair non plus si c'est pas clair si ça va jusqu'à la violence physique. Parce qu'on les entend gueuler, on entend la femme qui dit lâche-moi ou je sais plus exactement comment elle le dit et qui va se réfugier dans sa chambre. Mais c'est pas clair, est-ce que c'est vraiment le mari abusif qui frappe sa femme ou est-ce que c'est juste un couple qui s'engueule fréquemment? Parce qu'il peut y avoir les deux, hein. Après, comme Cliff parle du cycle qui se répète, on peut imaginer que le mari trompe sa femme. Cliff, on n'a pas de preuve jusqu'à présent, il n'y a aucun moment, en tout cas, où on a eu l'idée qu'il frappait sa femme. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que ses parents s'engueulent fréquemment. Le mari, peut-être même la femme aussi, doivent coucher à gauche et à droite. Après, est-ce que ça, jusqu'à la violence conjugale, je suis pas sûr. Violence physique, hein, j'entends. Je suis pas sûr du tout. Bon, en tout cas, c'est pas un très bon climat pour élever un enfant, en effet. D'ailleurs, on voit le gamin qui entend les disputes et le mari qui, oui, promet qu'il va changer et tout, mais voilà, les vœux pieux comme ça, on sait un peu ce que ça vaut. Jane, c'est celle où on apprend le moins de trucs. C'est on voit juste quelqu'un, on suppose être son père en tout cas, qui entre dans la chambre, qui la regarde pleurer, qui s'en va. Du coup, c'est pas clair du tout. Après, j'ai toujours moins l'inquiétude de la révélation du traumatisme. J'ai toujours l'inquiétude que la révélation va tomber à plat, en fait, que ça va être, on va se dire, c'est que ça.
Ça va être un truc douloureux, certes, mais voilà, on va se dire, c'est que ça, en fait. C'est banal. Parce que pour le coup, oui, des enfances difficiles, c'est banal. Hein. Là, comme elle a développé 63 ou 64 personnalités, pour moi, il faut vraiment que ce soit un truc qui aille vraiment très loin. Donc, j'ai toujours peur par rapport à la révélation qu'ils vont faire. Il y a Larry qui discute. Alors, c'est pas clair s'il discute avec vraiment l'entité, puisque l'entité sort de son corps. C'est ça, en fait, j'arrive pas bien à positionner, c'est que l'entité sort de son corps et il tombe dans un rêve. Mais en même temps, ça a l'air d'être l'entité qui provoque le rêve. Et est-ce que... J'ai perdu le nom de son amant, j'ai perdu son nom, peu importe. Est-ce que son amant, c'est l'entité qui parle à travers ou pas? Puisque l'entité est sortie de son corps, donc à ce niveau-là, c'est pas tout à fait clair. Mais en tout cas, l'entité a une forme de contrôle sur ses rêves et ils peuvent communiquer à travers ça. Donc voilà, leur communication, voilà, c'est plutôt sympa. On voit l'évolution du personnage qui finit par révéler des vérités qu'on savait. Hein, c'est pas une grosse révélation ce qu'il révèle. C'était évident depuis le départ, mais le fait qu'il le verbalise, ça fait évoluer le personnage. C'est d'ailleurs ce qu'attendait la forme d'énergie. Et sinon, le personnage qui m'a le plus intéressé sur le potentiel, en tout cas, pas forcément sur l'épisode là, mais sur le potentiel d'histoire qu'il y a, c'est Vic. Avec donc le père qui est un peu, d'ailleurs je rapporterai ça récemment, la série Umbrella Academy. C'est-à-dire le père qui est sec, sévère, peut-être même tyrannique, mais on sent qu'il fait ça pour le bien de l'enfant. D'ailleurs c'est même ce que lui dit la mère, c'est maintenant tu comprends hein, que si tu reprenais à chaque fois c'était pour ton bien. Et l'épisode donne raison à son père. Vu que son père lui dit clairement que il lui a bloqué des fonctionnalités, alors peut-être trop, mais en tout cas il lui a bloqué des fonctionnalités puisque ça serait mauvais pour lui. Et on voit dans l'épisode que, en effet, oui, c'est pas une bonne chose. Parce que là, Vic passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que son père contrôlait le système, et Vic, au lieu de dire « je vais reprendre le contrôle du système », il a libéré le système. Et du coup, il est passé du joug de son père au joug du système. Et c'est pour ça que je dis, d'un point de vue histoire, il y a des choses très intéressantes à raconter, puisque Grid, l'IA, est carrément capable de prévoir à l'avance ce que veut Vic. Donc dans son inconscient ou dans son subconscient, peu importe, elle est capable de prévoir avant même que lui ne pense même pas verbalise, avant même qu'il ne pense à quelque chose, l'IA a déjà pris les devants et mis en place. C'est même pas juste, elle a prévu ce qu'il voulait, c'est juste, en plus d'avoir prévu ce qu'il voulait, elle a commencé à mettre en place la réponse à son désir. C'est-à-dire qu'avant même que son désir soit formulé, qu'il s'en rende compte, la machine lui a déjà répondu. Ce qui est assez inquiétant. Donc ça pourrait être très intéressant à suivre, parce que là on voit d'ailleurs l'effet que ça a sur lui. Hein, parfois on préférait ne pas savoir. Et en effet, ça justifie complètement ce qu'a fait le père de cacher certaines informations. Alors après c'est toujours la question, c'est qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on révèle. Tout révéler, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais trop en cacher, c'est pas une bonne chose non plus. Donc voilà. Il y a quelque chose de vraiment intéressant à raconter avec ces personnages, on verra ce que ça donne. Voilà, globalement à la sortie de l'épisode, toujours une bonne chose. Là, comme je disais, on trouve un équilibre entre tous les personnages. Bah là, oui, hein, on trouve un équilibre entre tous les personnages. Après, en termes de temps, après, en termes de traitement, ils sont tous traités, mais dans cet épisode, il y en a qui sont forcément plus intéressants que d'autres, et de toute façon, chacun va forcément trouver un intérêt différent et plus ou moins grand dans chaque personnage. Mais ils sont tous traités quand même à égalité. Je trouve, ils ont tous des traitements plus ou moins intéressants mais bien faits. Il y a la fin que j'ai adoré. La fin de cet épisode, ouais, je l'ai adoré. Surtout, on trouve à chaque fois un moyen de réintégrer Nobody à l'histoire principale. C'est-à-dire que là, quand même, depuis le début, on n'a pas vraiment eu d'hors-sujet. Depuis le début, tout est plus ou moins lié à Nobody. C'est-à-dire même avec le Unwritten Book, l'épisode d'après, c'est revenu à Nobody. C'est-à-dire que même ça, c'était un hors-sujet, c'était un peu un filler, qui a servi à réintégrer Nobody dans leur histoire, qui ensuite a relancé sur un autre épisode avec la Doom Patrol. Donc quand même, il n'y a pas de hors-sujet, c'est une grosse histoire qui est liée avec Nobody au-dessus de tout ça. Voilà, donc très bien. Sur ce, au revoir.